Comme tous les 15 jours, le podcast Le Buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 130e épisode, nous avions envie de vous présenter le nouvel album du talentueux Alexandre Cléris qui s'intitule Feuilles volantes et qu'édite la maison d'Argo. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons de Rien ne sert de m'aimer, un titre que l'on doit à Jean-Christophe Morando et aux éditions La Boîte à Bulles. À partir sur les chemins de Compostelle, titre passionnant que l'on doit à Lillison et aux éditions Casterman. À BFF, que l'on doit au scénario conjoint de Thomas Cadenne et Joseph Safieddine, au dessin de Clémence et Fabre, et c'est édité chez Delcourt. Au 7e tome des Cahiers d'Esther, l'excellente série de Riyad Satouf, édité chez Alary Éditions, au premier tome sur 2 de Céleste, bien sûr Monsieur Proust, que l'on doit à Chloé Cruchaudet et aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. Et enfin, à la sortie en intégrale de la série Les Beaux Étés, que l'on doit au duo Zidrou au scénario, Jordi Lafèvre au dessin, et c'est édité chez Dargaud. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres coup de cœur de grande qualité en une vingtaine de minutes et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebuller.podcast ces prochains jours. Un nouvel album d'Alexandre Cléris est toujours en soi un événement dans le monde de la bande dessinée, tant l'auteur s'avère être un raconteur d'histoires hors pair, comme nous le rappelions dans l'épisode précédent avec la réédition de Trompe la mort chez Dargaud. C'est encore chez le même éditeur que nous revient ce quadragénaire originaire d'Aurillac, avec Feuilles volantes, un titre qui allie à la fois la tradition et la modernité dans un album original et passionnant. Car en plus d'être un bon scénariste, Alexandre Cléris a un style visuel qui lui est propre, que l'on repère tout de suite dès les premières pages, à la fois géométrique et libre, moderne et traditionnel, mais toujours haut en couleur. Le nouvel album qui nous intéresse aujourd'hui est sorti en librairie le 3 juin dernier, et nul doute qu'il va faire parler, car l'objet même de cet ouvrage est le livre en tant que tel, pas tant l'objet d'ailleurs, mais plutôt ce qu'il recèle. En bon raconteur d'histoire qu'il est, Alexandre Cléris invite le lecteur à le suivre dans une aventure à tiroir qui nous entraîne dans 3 époques différentes, imbriquées les unes dans les autres. C'est en 1990 que nous débutons le récit, aux côtés de Max, enfant passionné par le dessin, qui profite des vacances d'automne pour peaufiner ses histoires, lui qui se rêve en futur dessinateur de bande dessinée. Malgré des injonctions familiales à s'aérer, Max ne pense qu'à son futur projet qu'il imagine au Moyen-Âge, période propice aux légendes, mais que ne maîtrise pas assez le jeune garçon. Pour l'aider, il va peut-être pouvoir compter sur son mystérieux nouveau voisin, homme à l'apparence surannée qui se présente comme un ancien éditeur de bande dessinée. C'est ainsi que Max débute son travail sur cette histoire qui mettra en scène un moine copiste au moment où débarque une invention qui va révolutionner la transmission du savoir et des idées, l'imprimerie. C'est ainsi que le lecteur glisse vers une autre époque, celle de Frère Raoul, le moine copiste en question, qui fait la rencontre d'un colporteur qui distribue ces fameuses feuilles volantes éditées avec des caractères d'imprimerie. Arrêté car accusé d'être un hérétique, retenu prisonnier, on demande à Frère Raoul de lui donner l'extrême onction avant que le bourreau de la ville ne vienne lui trancher la tête. Grâce à l'aide du fils du bourreau, un certain Frédéric Coudroy, le colporteur s'évade de prison et le trio va tenter de se retrouver pour faire prospérer l'imprimerie locale et distribuer aux lecteurs des histoires où se mélangent les textes et les enluminures. Ressemblant comme 2 gouttes d'eau à l'ancien éditeur de 1990 qu'a rencontré Max, le colporteur devient le fil rouge de cette histoire qui va basculer dans une 3e temporalité. En effet, Frère Raoul et ses acolytes veulent imaginer une histoire qui mettra en scène des personnages vivant au XXIe siècle en se demandant comment dans ce futur lointain on imprimera des livres avant de les mettre entre les mains des lecteurs. C'est ainsi que démarre la 3e histoire. On est en 2070 en compagnie de Suzy, une dessinatrice qui a repris les aventures que dessine son père depuis qu'il est jeune, un certain Max.
On comprend alors que le fil rouge ici, c'est la présence de Max, l'enfant de 1990, devenu le père de 2070, période où les dessinateurs utilisent les nouvelles technologies pour travailler, comme l'enlumineuse, un environnement virtuel en 3 dimensions. À travers ces 3 histoires qui se répondent et se confondent, Alexandre Cléry s'amuse à perdre son lecteur et à brouiller les frontières pour mieux nous faire comprendre que les technologies importent peu finalement, la passion créatrice est ce qui reste l'essence du travail du dessinateur. Malgré un scénario à tiroir qui pourrait donner des nœuds au cerveau, en réalité l'histoire est vraiment simple à suivre grâce à un découpage clair de l'album et au talent de son auteur. Le dessin participe grandement au plaisir de la lecture, il s'éloigne ici de la bande dessinée classique pour se faire souvent illustratif à la manière des enluminures que l'on trouvait déjà au Moyen-Âge. C'est au passage un bel hommage que rend Alexandre Cléry à tous ces créateurs qui ont traversé les siècles grâce à des livres que l'on garde religieusement comme des traces d'un passé dont il est aujourd'hui dépositaire. Le choix de ses couleurs, le découpage de ses planches, l'expressivité de ses personnages, mais aussi son travail sur la géométrie des bâtiments, ou encore la représentation des époques où il entraîne son lecteur, tout concourt au plaisir de se plonger dans cette histoire passionnante. Feuille volante fait vraiment partie de ces titres singuliers que l'on prend plaisir à découvrir et j'espère que vous prendrez ce même plaisir à votre tour, car plonger dans l'univers d'Alexandre Cléry est toujours en soi un très bon moment de lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons notre revue des sorties de la quinzaine avec un titre pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur, Rien ne sert de m'aimer qui, comme vous l'aurez compris, porte plutôt mal son nom. Bon, soyons sérieux, ici il est question d'amour, comme vous l'aurez compris aussi, et celle qui est en proie à une vraie crise des sentiments, c'est Elsa, jolie jeune femme qui a tout pour elle, sauf un homme qui l'aime au quotidien et avec qui elle peut envisager un avenir. C'est que la jeune et belle Elsa ne manque pas vraiment de soupirants, elle qui fait se retourner bien des hommes sur son passage, mais le seul dont elle est vraiment amoureuse, un certain Joshua, ne la retrouve que le mardi quand il peut enfin s'éloigner de sa femme. Oui, Elsa est en couple avec un homme marié, et si elle attend chaque moment où elle le retrouve avec une certaine impatience, force est de constater qu'elle commence à se lasser de la situation, d'autant que tout le monde la décourage d'entretenir cette relation, à commencer par sa famille. Mais voilà, les sentiments, ça ne se commande pas, et elle entretient cette liaison en dépit du bon sens, car il semble évident que Joshua n'est pas l'homme qu'il lui faut. Il faut dire qu'en dépit des apparences, Elsa est aussi une femme qui doute beaucoup. Elle qui est torturée depuis quelque temps par un rêve récurrent qu'elle fait, où un homme se sauve en franchissant le mur de la maison familiale où elle a grandi. En parlant d'hommes et de murs, depuis peu, un autre homme a fait une apparition dans sa vie et il vit de l'autre côté du mur, au numéro 13, un homme serviable et charmant, avec lequel Elsa noue tout de suite une amitié dont on sent qu'elle pourrait glisser vers autre chose. Enfin, Elsa peut aussi compter sur Vanessa, son amie de toujours, avec qui elle a aussi entretenu une relation amoureuse qui a laissé des traces, elle qui va se marier prochainement avec un certain Damien. Sur 320 pages, nous prenons donc plaisir à suivre Elsa et ses amis, on les regarde se dépêtrer de leurs sentiments amoureux parfois encombrants, mais qui bien souvent réchauffent le cœur et offrent des perspectives d'avenir. C'est Jean-Christophe Morando qui est au scénario et au dessin de ce très bon titre en noir et blanc, dont le dessin très expressif d'ailleurs accompagne à merveille les errances sentimentales de nos personnages. Disponible depuis le 1er juin dernier aux éditions La Boîte à Bulles, nous avons beaucoup aimé nous plonger dans ce titre et l'on espère qu'à votre tour, vous aimerez Elsa comme ce fut notre cas et vous ressortirez ravis d'avoir vous aussi découvert son histoire. C'est sur les chemins de Compostelle que nous entraîne notre second coup de cœur, un album qui s'appelle Partir et dont le projet tient dans le seul titre de ce superbe ouvrage. C'est à Lily Sonne, autrice que nous aimons beaucoup sur le Buller, que nous devons cet objet qui n'est pas à proprement parler une bande dessinée, mais plutôt un journal de bord illustré qui mélange le texte, des photos, des collages ou encore le dessin bien entendu.
Très présente et active sur les réseaux sociaux, Lillison avait envie d'un moment rien que pour elle, avec cette volonté aussi de s'éloigner des réseaux et de la fatigue qu'ils peuvent engendrer au quotidien. Le choix de s'engager sur le chemin de Compostelle est en grande partie issu de l'héritage familial, puisqu'elle vient d'une famille où marcher faisait partie du quotidien et de ses parents retraités qui tiennent maintenant un gîte sur la route de Compostelle. Maman d'un enfant de 2 ans, Lillison s'engage à partir une quarantaine de jours avec le strict matériel nécessaire, une paire de chaussures déjà utilisées, un sac à dos qui fera 11 kilos, des crèmes et des pansements qui lui permettront de soigner ses pieds. C'est que la souffrance, Lily en connaît déjà un rayon, puisqu'il y a quelques années, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, chose qu'elle raconte admirablement bien dans La guerre des tétons, une trilogie sortie entre 2014 et 2016. C'est pour se retrouver avec elle-même, avec sa propre spiritualité, qui n'est pas forcément religieuse, qu'elle s'impose ce cheminement physique et intellectuel vers cette ville de Galice qui accueille chaque année des milliers de marcheurs. Dans ce journal intime, réalisé en grande partie après sa marche, elle y consigne ses sensations, ses impressions, elle nous parle des rencontres qu'elle fait, parfois heureuses et quelquefois angoissantes, tout en y mettant l'humour et la mise à distance qu'on lui connaît déjà. Elle n'hésite pas à donner des conseils à celles et ceux qui tenteraient l'aventure et avec franchise, elle nous parle de cet éloignement qu'elle vit plutôt bien avec Martin, son mari, et Roméo, son fils. Le tout donne un objet vraiment singulier dans lequel on plonge sans aucune difficulté avec cette sensation de faire le chemin avec elle, la souffrance en moins. En 336 pages, on traverse ainsi une multitude de paysages que les dessins et photos de l'autrice restituent, que l'on peut même retrouver dans un documentaire produit par France 3 intitulé Digital Detox. Au final, nous avons là un ouvrage vraiment passionnant qu'édite la maison Casterman, un objet que l'on vous recommande fortement, un titre qui vous donnera peut-être envie à votre tour de vous engager sur les chemins de Compostelle ou sur votre propre route intérieure. BFF est le titre de notre coup de cœur suivant et si vous êtes peu adepte des acronymes, BFF signifie Best Friends Forever que l'on pourrait traduire par les meilleurs amis pour toujours. C'est ainsi que dans cet album, le lecteur est plongé au milieu d'une bande d'amis qui se connaît déjà depuis très longtemps, trop longtemps peut-être, car les amitiés ont fini par figer chacun des protagonistes dans un rôle. Le héros s'appelle Olivier Chabert, mais depuis longtemps, on le surnomme Gros ou Gros Liv en raison d'un léger surpoids qui l'a accompagné il y a quelques années. Mais comme prisonnier de ce trait physique, ses amis, surtout Baptiste son camarade le plus proche, ont fini par le réduire à cela et ne plus vraiment s'intéresser à ce qu'il est devenu. Il s'avère que le Olivier en question mène une double vie. Pour ses amis, il est Gros Liv, ado attardé qui vit dans un petit studio et qui bénéficie du statut d'intermittent du spectacle qui ne lui permet pas de rouler sur l'or. Dans la réalité, il est devenu Olivier Gros, pseudo qui est un clin d'œil à son surnom, et il triomphe dans le monde entier en tant que pianiste classique, dont Amy, son agent à l'international, gère la carrière. Mais Olivier n'est pas le seul à cacher qui il est vraiment à ses amis, car le même Baptiste est au chômage depuis 1 an et cache sa véritable situation derrière son tempérament d'éternel déconneur qui ne perd jamais une occasion pour vanner les autres et se prendre une biture. Et il en est ainsi de tous les personnages qui gravitent dans ce petit groupe, où chacun ou chacune finit par jouer un rôle et s'abriter derrière le personnage que les autres membres du groupe finissent par croire réel. Seulement, un événement d'importance se prépare, un mariage entre 2 membres de ce même groupe, et ce mariage pourrait bien faire exploser la petite bande d'amis et révéler la vraie personnalité de chacun. Avec BFF, Thomas Caden et Joseph Safieddine au scénario signent un album passionnant et très contemporain sur l'amitié en n'oubliant ni les côtés positifs ni les négatifs qu'elle peut parfois engendrer. Le tout est servi par le dessin de Clément C. Fabre qui donne vie à cette petite bande avec un graphisme aux aplats de couleurs qui remplace les décors pour mieux mettre en avant les émotions et les réactions des personnages. Si ce code couleur déstabilise un peu au commencement de la lecture, le procédé finit par faire mouche et propose, de manière assez subtile, un vrai jeu sur la dualité qui est un des thèmes récurrents de cette histoire. Au final, BFF est un titre vraiment intelligent et intéressant dans lequel on peut parfois se reconnaître, un album disponible depuis le 8 juin dernier chez Delcourt, une bande dessinée que l'on vous recommande chaudement.
C'est devenu un véritable rituel, et à vrai dire, c'est un rituel que l'on aime vraiment, découvrir chaque année au mois de juin les dernières aventures de la jeune Esther dans les cahiers d'Esther, l'une des séries phares du très talentueux Riyad Sattouf. Au début de ce nouvel opus, elle a 15 ans et file tranquillement vers ses 16 ans, elle est entrée au lycée, commence déjà à s'inquiéter pour le bac et ressent aussi toute la pression que l'on peut avoir à cet âge de la vie pour choisir les bonnes options durant son parcours scolaire. Comme l'album sort en décalé par rapport aux aventures qui sont publiées dans l'Obs, cet album nous renvoie aussi au moment où le coronavirus impose encore des couvre-feux et autres confinements dans notre société. Toutefois, cette situation n'a pas l'air de déranger plus que cela cette jeune demoiselle qui en profite pour passer voir sa mamie en Bretagne et goûte avec joie aux spécialités culinaires locales, surtout quand il y a du sucre. Vous connaissez certainement le principe des cahiers d'Esther. Sur chaque page se déroule une histoire différente avec parfois des aventures à suivre sur 3 ou 4 pages maximum. Comme toujours aussi, on retrouve le dessin simple et expressif d'un Riyad Sattouf qui sait marier le fond et la forme pour nous faire plonger dans ces petites tranches de vie du quotidien, que ce soit avec les cahiers d'Esther, l'Arabe du futur ou encore maintenant le jeune acteur. Quelques thématiques sont récurrentes dans ce nouvel album, comme des symboles des préoccupations nouvelles ou plus anciennes d'une jeune fille qui continue de grandir devant notre regard amusé. Ainsi, elle prend plaisir à jouir de cette notoriété grandissante, malgré son anonymat, notoriété qui l'amènera à être citée par Angèle sur Instagram, l'une de ses chanteuses préférées. Elle se montre aussi régulièrement agacée du regard que les hommes, jeunes ou moins jeunes, portent sur elle et son corps d'adolescente, alors que pendant ce temps-là, Riyad Sattouf continue de la représenter comme une jeune fille. C'est qu'Esther est une personne de son temps, mais se montre très raisonnable, sauf quand il s'agit de rejoindre les copines pour une soirée en désobéissant à ses parents. C'est donc amusant de voir ce caractère s'affirmer, ce corps changer en douceur sous les crayons de Riyad Sattouf, et de retrouver une Esther nostalgique qui se dirige lentement mais sûrement vers la femme qu'elle deviendra et que l'on quittera à regret dans 2 ans. En attendant, on continue de prendre un gros plaisir à retrouver ses aventures dans ce 7e tome, baptisé Histoire de mes 16 ans, un album que publient toujours les éditions Alary. C'est dans l'intimité de Marcel Proust que nous emmène la talentueuse autrice Chloé Cruchaudet avec son Céleste, bien sûr Monsieur Proust, dont la première partie sera complétée plus tard par une seconde. La Céleste en question se nomme Céleste Albaré et ce premier opus s'achève d'ailleurs avec une photo de celle qui a été 8 ans au service de l'auteur qui lui a fait une très belle dédicace reproduite sous la photo. Céleste était une jeune femme simple, venant de la campagne, qui vivait avec un certain Odilon qui était chauffeur et qui à l'occasion pouvait emmener Marcel Proust en dehors de Paris. C'est comme cela qu'Odilon va avoir l'idée de proposer à sa femme d'entrer au service de l'écrivain, d'autant que la tâche n'est pas des plus difficiles, car Proust passe ses journées enfermé dans sa chambre pour écrire et respirer l'air du cocon qu'il s'est fabriqué. Si Céleste est alors une jeune femme un peu empruntée et pas vraiment dégourdie, elle va se révéler dans ce rôle au service d'une personnalité exigeante mais attachante, car il faut veiller sur lui comme une maman sur son enfant. C'est ainsi que le lecteur pénètre dans l'intimité de cette relation où les deux, portant très différents à l'origine, finissent par s'attacher l'un à l'autre et se compléter. Au moment où Céleste est au service de Marcel Proust, sa carrière n'a pas encore l'aura qu'elle pourra avoir ensuite, et la période est tourmentée par la Première Guerre mondiale. Odilon se retrouve sur le front, et Céleste reste la dernière personne au service de l'auteur de la recherche, ce qui renforce ce lien unique qui s'installe entre les deux. Le dessin de Chloé Cruchaudet, gracieux et élégant, à rien rétro, donne beaucoup de cachet à ce titre qui, on le rappelle, sera suivi d'un second tome pour former l'histoire complète. Ses cases au contour libre, le choix de ses couleurs, l'expression de ses personnages et ce jeu de va-et-vient entre le passé et le présent rendent vraiment cet album passionnant. En effet, quand l'histoire s'ouvre, c'est une Céleste âgée que l'on découvre, en 1956, une Céleste que l'on aime faire parler de sa relation avec Marcel Proust et qui garde comme des reliques des objets ayant appartenu à l'écrivain. Vous aurez compris que nous avons été très enthousiastes à la lecture de ce premier tome qui se déploie sur 115 pages et qui est disponible chez Soleil dans la collection Noctambule.
Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est véritablement une de nos séries coup de cœur que l'on retrouve avec grand plaisir chez Dargaud dans cette intégrale qui regroupe les 6 tomes déjà sortis des Beaux Étés, le projet commun de Zidrou au scénario et Jordi Lafèbre au dessin. Cette intégrale sera pour vous un avant-goût des vacances, car si vous ne connaissez pas encore le concept de cette série, sachez que chaque tome vous entraîne sur les routes de France pour quelques jours de vacances bien mérités. Nous y suivons la famille Faldero, une famille qui vit en Belgique et dont le père, dessinateur de bande dessinée, est toujours en retard pour rendre ses planches au moment de prendre la route des vacances. Chaque été aussi c'est la même question, où la famille va-t-elle bien pouvoir partir, jusqu'où va les emmener Mademoiselle Estérelle, la 4L familiale, qui sillonne chaque année les routes de France pour emmener notre petite famille dans le sud. C'est ainsi que chaque épisode est l'occasion d'accompagner monsieur et madame, ainsi que leurs enfants, pour une nouvelle aventure dans laquelle on se plonge avec délice, tant on aime les retrouver. La grande force de cette série est donc de nous proposer à chaque fois un été différent, d'une année différente, sans forcément respecter la chronologie du temps qui passe. Si dans le tome 1 nous étions en 1973, dans le 2 nous sommes en 1969, dans le 3e on passe en 1962, dans le 4e on repart en 1980, le 5e en 1979 et dans le 6e, titre sorti l'année dernière que nous avions présenté ici même, nous revenions en 1970. Ainsi, par ce jeu d'aller et retour dans la chronologie, on découvre aussi cette famille qui change, les enfants qui tantôt grandissent et tantôt ne sont pas encore nés, et on prend un vrai plaisir à retrouver les Faldero dans leur lieu de villégiature estivale. À travers cette promenade que nous propose le duo Zidrou-Lafèbre, c'est aussi un regard posé sur la France qui nous est proposé, un regard qui permet de voir notre pays changer de 1962 à 1980 dans les yeux d'étrangers qui ont un véritable amour pour notre pays. La douceur du sujet, les vacances d'été, se retrouve pleinement dans le dessin ensoleillé et généreux d'un Jordi Lafèbre qui donne beaucoup d'expressivité à son histoire. Véritable hymne de la liberté, reflet d'une époque, promenade estivale parfaitement de saison, mais aussi véritable regard porté sur notre société qui évolue, Les Beaux Étés est un petit bijou de bande dessinée dans lequel on se plonge toujours avec plaisir et que l'on adore retrouver ici en intégrale. Si vous ne connaissez pas encore cette série, cette intégrale est donc l'occasion de la découvrir en un bloc, un titre qui vous donnera forcément envie de prendre la clé des champs et vous engager à votre tour sur la route des vacances. Ainsi se termine ce 130e épisode consacré en grande partie au nouvel album d'Alexandre Cléris intitulé Feuilles volantes, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 6 juillet prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 131e épisode de votre podcast Le Buller.